de 600 000 hommes. Mais c'est une honte, depuis 90, qu'on n'arrive même pas à avoir réfléchi électoral. Une honte pour qui? Et une honte pour le pays, avec tous les moyens que nous avons. Sao Tomé et Principe vient de réaliser des élections. Personne n'a entendu parler de fraude, parce qu'ils ont pratiqué la biométrie. Le Cap-Vert a utilisé la biométrie. Certains pays ont utilisé la biométrie, comme l'Angola et tous les autres pays. Mais pourquoi ne pas expérimenter ce phénomène? Vous pensez que le Sao Tomé et Principe est plus riche que le Gabon? Peut-être parce que nous sommes les spécialistes de la fraude et que nous avons du mal... Mais nous disons le phénomène, une république de fraude, une république de dons, ce que j'appellerais la donocratie, c'est fini. C'est fini. La fraudocratie, la donocratie, c'est fini. Alors, monsieur Ona, si ces élections se tiennent parce qu'elles vont se tenir sans biométrie, est-ce qu'elles auront un enjeu conséquent? Mais si le pouvoir veut avoir 120 députés sur 120 députés, c'est libre au pouvoir d'avoir 120 députés à l'Assemblée nationale. Si c'est ce qu'Ali Bongo veut, avoir 120 députés à l'Assemblée nationale, ben on va lui offrir 120 députés à l'Assemblée nationale. Et on verra comment il va gérer ces 120 députés. On verra exactement, lui qui parle d'émergence, comment son émergence va fonctionner avec une Assemblée nationale unicolore. On ne peut donc pas parler de crédibilité. Ben, qui est mieux placé pour défendre la crédibilité de son système? Ce n'est pas nous. Ce sont ceux qui sont aux affaires. C'est Ali Bongo qui vient d'arriver et qui doit faire la démonstration de sa volonté de faire du Gabon une réelle démocratie. Nous sommes en train de reculer en matière de liberté fondamentale. Nous sommes en train de reculer par rapport à 90 en termes de démocratie et nous pensons qu'on ne peut plus continuer à reculer. Il faut arrêter la machine pour que nous soyons quand même en mesure d'arriver à une démocratie dans notre pays. Alors, si ces élections sont organisées sans biométrie, si elles sont mal organisées, est-ce que cela peut avoir des répercussions sur la CAN? Bien entendu. Bien entendu. Nous avons conseillé, et on continue à conseiller aux nos dirigeants de dire, écoutez, la CAN, c'est pas une manifestation qui concerne le pouvoir. Je vais le répéter. C'est le Gabon, donc tous les Gabonais qui accueillent la CAN. Et par conséquent, personne ne peut prendre la CAN en otage. Nous sommes sensibles, parce qu'on a l'habitude de dire, oh, les Gabonais ne savent pas organiser les choses. Pour une fois, nous allons organiser quelque chose et que la communauté internationale va regarder comment les Gabonais organisent. Nous n'avons pas intérêt à échouer. Et pour ne pas échouer, il faut ranger certaines choses dans le tiroir. Et comme ça, nous tous nous sentons concernés par la CAN. Ça ne coûte rien d'organiser les élections après la CAN, bien les organiser après la CAN. Et je pense que la réussite de la CAN peut avoir des répercussions sur la bonne organisation des élections. Parce qu'il y aura une sorte d'union sacrée, et c'est Ali Bongo qui gagnerait dans cette union sacrée. Une bonne organisation de la CAN avec des élections législatives qui pointent, je crois que c'est lui qui va cueillir les lauriers. Par contre, les élections organisées dans un véritable foufou-manian, salut les dégâts. Nous allons rapidement retrouver nos amis de la régie afin de nous permettre de regarder ensemble ce reportage et on se retrouve juste derrière pour la suite de notre émission. Si les élections ont lieu entre le mois d'octobre et le mois de novembre, et nous sommes à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations, nous allons accueillir toute l'Afrique, nous allons accueillir le monde, notamment les touristes qui viennent pour assister au match de la Coupe d'Afrique des Nations. Et si le pays est instable politiquement, à ce moment-là, je pense que la Coupe d'Afrique des Nations aussi, son déroulement au niveau du Gabon, pourrait prendre un sérieux coup de crédibilité parce que les gens auront peur de venir. Donc, ne serait-ce que pour cet événement-là, si on accorde des vacances aux lycéens, aux étudiants, aux écoliers pour le déroulement de la CAN, il eût été normal qu'on reportât aussi, pour des questions de bon sens, qu'on reportât aussi des élections après la CAN, toutes choses qui nous auraient permis aussi de faire asseoir une certaine plateforme de transparence pour ces élections-là.
Voilà, vous êtes bien sur TV+, certes rien ne nous échappe, la particularité des émissions, le thermomètre de la société. Alors, monsieur Ona, nous avons regroupé l'information et nous nous sommes bien rendus compte que les voix, sinon les opinions de certains membres de la société civile semblent ne pas être convergentes. Il y en a qui pensent que nous pouvons aller aux législatives sans biométrie et d'autres, comme vous, qui pensent que pas de biométrie, pas d'élection. Que se passe-t-il dans la société civile? Est-ce que le problème de la société civile, ce n'est pas la société civile elle-même? Non, il n'y a pas un problème de société civile. Il faut d'abord définir le concept de société civile. Parce que si on limite la société civile à quelques organisations ou bien quelques syndicats, on n'a rien compris. La société civile, comme j'ai l'habitude de dire, c'est tout le monde, sauf ceux qui exercent des fonctions au sein de l'exécutif ou bien du Parlement. Enfin, le Parlement, peut-être pas le Parlement, mais au sein de l'appareil de justice. Parce que les parlementaires font partie de la société civile. Au sein de ça suffit comme ça. Nous avons Maître Yann, député PDG, qui intervient dans le cadre de la société civile parce qu'elle est avocate. Par contre, par rapport à votre question, je dirais tout simplement que vous avez d'un côté la société civile de service, celle qu'on utilise quand on a envie de l'utiliser. Je vais vous prendre un exemple. Si le gouvernement n'avait vraiment pas besoin que les acteurs de la société civile interviennent dans le cadre de ce processus électoral ou bien dans le cadre de la politique, je vois mal comment, pendant que ce débat est en cause, le Premier ministre va parrainer un séminaire organisé par une organisation de la société civile intervenant dans l'environnement, dont le séminaire porte sur le rôle de la police et la sécurité pénitentiaire dans une élection. Et là, on est en plein dans la politique. On est en plein dans la politique, parce que le débat est soulevé par la société civile. Et quand cet atelier est parrainé par le Premier ministre, on nous reproche. Qu'est-ce qu'on nous reproche alors? Ça veut tout simplement dire que vous avez d'un côté l'opposition de service, la société civile de service qu'on sait utiliser. On sait qu'on l'a utilisé. Instrumentalisé. On sait qu'on l'a utilisé après les élections de 2009 pour aller produire un rapport gentil. Et tout le monde sait le contenu de ce rapport. On sait qu'on l'a utilisé pour l'affaire des biens mal acquis. Ce sont les mêmes individus qui ont sillonné la France, qui sont allés en France pour dire que voilà, c'est Marcona qui est dans la machine et ainsi de suite. On a emmené qu'on va résoudre le problème, on va rencontrer les ONG françaises pour arrêter l'affaire. Cette affaire n'a jamais été arrêtée. Des centaines de millions ont été escroqués à nos dirigeants, tout simplement parce que nous avons affaire à une société civile de service. Mais nous, notre société civile, nous disons, nous sommes républicaines et nous ne tombons pas dans ce jeu de dupes. Ce qui compte pour nous, je dis bien, ce qui compte pour nous, c'est l'application des règles démocratiques, des règles républicaines, pour que le Gabon soit pointé du doigt comme un pays démocratique. Je pense, et je le dis, j'ai l'habitude de le dire, M. Ali Bongo est condamné à réussir. Pourquoi? Parce que nous avons perdu un grand homme, le père de la nation. Enfin, c'était un père de famille, parce que le président Bongo fonctionnait comme le père de la famille. On pouvait l'excuser sur un certain nombre de choses par rapport à son âge, par rapport au temps qu'il a mis au pouvoir, mais je ne pourrais jamais excuser M. Ali Bongo, tout simplement parce qu'il est de notre génération. Et quand on est de notre génération, on a des ambitions pour son pays. Et la première ambition, c'est de faire en sorte qu'on soit cité en exemple. Et le premier exemple, c'est les règles démocratiques. Je ne pourrais jamais, je dis bien, je ne pourrais jamais l'excuser si ce premier test pour organiser les élections dans un pays, s'il rate ce premier test, il a raté tout son mandat. Alors, puisque vous parlez d'Ali Bongo Ondimba, dans un numéro récent de Jeune Afrique, dans une interview qu'il a accordée au journal, il vous demande de créer un parti politique. Que répondez-vous? Je lui réponds tout simplement que je n'ai pas besoin d'un parti politique. Je n'ai pas besoin, et il n'a pas besoin de me demander de créer un parti politique.
La création d'un parti politique voudrait dire que moi j'aurais des ambitions politiques pour accéder au trône. Quand on crée un parti politique, l'objectif c'est d'être président de la République. C'est clair. Je n'ai pas d'ambition d'être président de la République. Je n'ai pas l'ambition de devenir député ou sénateur pour le moment. Cette ambition ne me traverse même pas l'esprit. Mais je me sens à l'aise dans le rôle que je joue dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique. Parce qu'il faudrait que nos dirigeants retiennent une chose. C'est le peuple qui les met à ce poste, à ces différents postes pour gérer la chose publique. Ils n'ont de compte à rendre qu'au peuple. Et c'est le même peuple qui dira, vous avez bien géré, vous pouvez continuer à gérer. Et c'est ce même peuple qui peut dire, vous avez mal géré et on vous change. Et le processus électoral fait partie de ce mécanisme dans une démocratie. Ça tourne, ça change. Et à chaque fois, le peuple juge. Mais on ne peut pas empêcher le peuple de faire ce travail naturel dans une démocratie. Et quand des Gabonais, soient-ils responsables d'une ONG, et je vous ai dit tout à l'heure que la seule chose que je ne pourrais jamais faire, que la loi m'interdit de faire, c'est d'utiliser Brain Forest pour être candidat à une élection. Mais personne, aucune loi au Gabon, comme me montre la loi qui m'interdit à moi, en tant que responsable d'une ONG, ou bien ça suffit comme ça, ou responsable de coalition publique si vous payez, de ne pas demander à nos dirigeants, attention, vous êtes en train d'aller dans les différents travers qui font en sorte que je vous interpelle. Voilà, Monsieur Ona, nous allons rapidement regarder cet élément parce qu'il y a les partis de l'opposition qui se sont réunis afin de donner leur position en ce qui concerne justement les législatives 2011 qui se tiendront, semblerait-il, sans biométrie. Les partis politiques de l'opposition regroupés au sein de l'ACR, de la CPPA, du FSG et des APPO, réunis ce jour 8 septembre 2011 au siège du CDJ, 6 à Petit Paris, ayant unanimement constaté le manque de respect de la parole donnée par la première institution du pays, c'est-à-dire le président de la République, chef de l'État, qui déclarait lors des audiences initiées et présidées par lui, pas de biométrie, bonjour les dégâts, et qui a fait une déclaration contraire lors de son adresse à la nation le 16 août dernier, ont convenu de ce qui suit. Premièrement, se regrouper au sein d'une même structure au fin de parler d'une même voix et de mener des actions communes. Deuxièmement, expliquer au peuple par un ensemble d'actions la démarche qui sous-tend les manœuvres dilatoires du pouvoir. Troisièmement, demander au peuple gabonais de se mobiliser pour faire échec à l'organisation des élections sans biométrie et partant sans transparence électorale. Enfin, l'opposition unie prend à témoin pour la énième fois la communauté nationale et internationale sur les dérives autocratiques du pouvoir et sur les éventuels dérapages qui surviendraient. Voilà, c'était la déclaration des membres de l'ACR. Monsieur Ona, votre réaction à chaud par rapport justement à cet élément? Je suis satisfait. Vous vous souviendrez que quand nous avons lancé le mouvement Ça suffit comme ça, nous avons demandé à l'opposition, on leur avait dit ceci: faites-nous un semblant d'unité, nous ferons le reste. Et je pense que cet appel a été entendu. Nous sommes en train de vivre là des moments très importants de la démocratie au Gabon. C'est la première fois que l'opposition se retrouve. Le pouvoir avait misé sur le fait que Pierre Mamboundou, leader de l'Union des peuples gabonais, puisse se détacher des autres membres de l'opposition. Le pouvoir a misé là-dessus. Mais nous constatons tout simplement qu'ils ont mal compris la démarche de Pierre Mamboundou. Très mal compris. J'ai rencontré M. Mamboundou plus d'une fois.
Et j'ai écouté l'homme, je l'ai entendu. Je me suis dit, je crois que cet homme mérite qu'il ne soit pas traîné dans la boue comme on est en train de faire. J'ai rencontré Miboto, j'ai rencontré Manganga Moussavu, j'ai rencontré Murungema, j'ai rencontré Bongonsi, pour ne citer que cela. J'ai rencontré tous ces responsables politiques et nous leur avons dit une chose, de grâce, cette fois, ne ratons pas cette opération. Et je vais tout simplement dire que dans les tout prochains jours, nous allons rencontrer cette opposition entière. Parce que nous ne blaguons pas, on ne joue pas quand nous disons pas de biométrie, pas d'élection. Alors, monsieur Marc Onaïsangui, à chaud et à cœur ouvert, depuis le 25 janvier 2011, 9 leaders syndicaux de la CONACICED se sont vus suspendre leur salaire, et justement pour manifester leur ras-le-bol et leur énervement par rapport à la situation, ils ont décidé d'observer un mouvement de la grève de la faim du côté de la cathédrale Sainte-Marie. Peut-on avoir très rapidement vos impressions, votre sentiment sur la situation? J'ai été aux côtés de ces leaders syndicaux depuis le début. Et je dis tout simplement que la République a une responsabilité. C'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. On ne peut pas continuer à traiter des enseignants qui sont, je dirais, au cœur de la formation dans un pays comme on les traite aujourd'hui. La suspension de salaire, c'est une violation des droits de l'homme. C'est une violation des droits de l'homme. Et je pense qu'il faudrait aller jusqu'au bout. J'ai toujours dit, quand un homme pose un acte, il faut aller jusqu'au bout. Ceux qui reculent, ceux qui pensent qu'il va falloir aller sous la table pour ramasser les miettes ont tort. Moi, je fais partie de ceux qui disent que le Gabonais, non seulement devrait conquérir sa citoyenneté, mais aussi devrait être en mesure de se lever, se mettre debout, quels que soient les dangers, pour dire il faut arracher sa liberté. Nous sommes en face d'un combat, nous devons arracher la liberté. Vous savez, la démocratie, elle ne se décrète pas, la liberté s'arrache. Voilà, je rappelle que vous êtes monsieur Marc Onaïsangui, secrétaire exécutif de Brain Forest, mais également membre de Ça suffit comme ça. Avec vous, nous avons abordé les questions de la biométrie, notamment législative 2011 au Gabon. La biométrie est-elle un adversaire? Merci d'avoir accepté notre invitation. Rapidement, question fermée, vous répondez par oui ou non. Élection législative 2011 sans biométrie, cela peut-il constituer un dérapage annoncé de l'émergence? Je ne sais pas si je répondrai par oui ou non. C'est à l'émergence de mesurer les conséquences de ce qui va arriver. Voilà, mesdames et messieurs, c'est malheureusement terminé pour aujourd'hui. C'était votre émission Rien ne nous échappe. Nous aurons encore du plaisir à vous retrouver dans très bientôt. Je suis et je reste le pur et dur Arlé Boris et Courando Mange Mingalendo. Akonandanda, Andabokon, Andaimo. Au revoir et à très bientôt.